Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir fait cette session brûlure qui est un peu plus inhabituelle. Et vous avez un gros centre de brûlés, donc je pense que c'est très, très intéressant de partager avec vous cette connaissance. Alors je m'excuse à l'avance si mon book-up ne fonctionne pas non plus. On est un peu en train de tester toutes ces modalités. Moi, je représente le centre de brûlés de Mercy au CHR West-Thionville, que j'apporte le côté enseignement universitaire après avoir aidé à remettre l'équipe en place, qui maintenant est plutôt très, très active. Je vous présente sur le plan la prise en charge hémodynamique, donc une partie de cette RPP, de ces recommandations de pratique professionnelle qui ont été publiées par la SFAR avec la SFMU notamment et aussi. Et donc je peux que vous recommander d'accéder à ces recommandations qui peuvent avoir leurs limites mais qui sont vraiment un bon résumé des connaissances actuelles. Alors on verrait que nous sommes sur des recommandations de pratique professionnelle et pas d'experts, parce que le niveau de publication malheureusement dans la prise en charge des brûlés ne permet souvent pas d'atteindre des niveaux recommandés par les recommandations d'experts. Même pour la littérature qui nous vient des États-Unis, c'est souvent certes des gros corpus de patients, mais c'est souvent des registres néanmoins. Ça nous aide beaucoup. Alors, je vous propose de prendre en photo ce lien. J'espère que ça se profile bien. Pas encore réussi. Alors, est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Donc là, je vous propose un petit nuage de mots pour me dire quand je dis grand brûlé, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors c'est bien, vous avez déjà lu l'introduction. Tout ça pour nous emmener quelque part. Je vais vous emmener de toute façon voir et répondre. Ça marche ou pas? Yes. Non, en fait, je vais vous amener un peu vers. Vous avez vu déjà par l'illustration précédente le brûlé grave. C'est pour vous orienter vers sa prise en charge. Ouais, des histoires de surface, danger, oui, bien sûr. On meurt de la brûlure grave, vous l'avez vu. C'est surface, exactement. Ils ont bien écouté. Je ne pensais pas faire un contrôle continu. Voilà, en fait, vous voyez, c'est prise en charge, besoin, danger, tout ça. Bon, vous avez bien perçu que le brûlé grave est un malade en danger immédiat. Et la mortalité pour les patients de réanimation, on va voir, c'est des états de choc, notamment les chocs septiques. Donc c'est vraiment une chose importante. Et je vois enfin apparaître le remplissage vasculaire. Et on va voir, comme vous l'avez évoqué, Mathieu Jeanne, que les modalités de remplissage sont extrêmement importantes. Alors. Hypothermie, très bien aussi. Comment j'avance, moi? C'est la personne. En tout cas, les gens, merci, ils sont tenus d'avancer. Voilà, je vais trouver la flèche. Pardon, je suis désolée, on est vraiment un peu dans les apprentissages et c'est pas très fluide, là, je suis vraiment en conflit. Voilà, donc suite à votre nuage de points, on va retrouver à peu près mes objectifs que je voulais mettre, c'est reconnaître les conséquences locales générales de la brûlure thermique. Vous allez voir pourquoi je vous parle surtout de la brûlure thermique. Le remplissage, les modalités, donc, qui sont très bien résumées dans cette recommandation de SFAR et CFMI.
quand, combien, comment, et puis les cibles hémodynamiques, vous allez voir que certaines cibles vont vous changer un petit peu des cibles réanimatoires usuelles. Donc pour vous dire, le traumatisme il est plutôt fréquent, la petite brûlure. Donc ça, vous rencontrerez la brûlure aiguë, ce sera dans les centres spécialisés. Les dernières statistiques, c'est quand même plus de 8000 hospitalisations. C'est Santé publique France maintenant. Et dans les centres de brûlés, c'est à peu près un peu moins de 4000 patients. Pour vous orienter tout de suite aussi, vous allez vous retrouver souvent dans un contexte de pauvreté, de précarité, puisqu'on ne se protège pas, on n'a pas les moyens de vivre dans des bonnes conditions. L'âge, le handicap, parce qu'on fait des maladresses par exemple, et bien sûr aussi des contextes psychiatriques, d'addiction et de tabagisme. La bonne nouvelle, la mortalité est en baisse régulière, néanmoins il y a les séquelles physiques. On nous parle beaucoup de la saisonnalité. Alors c'est vrai dans les tranches d'âge, in fine pour un centre de brûlé, surtout un centre de brûlé qui prend adultes, enfants, etc., la saisonnalité est beaucoup moins évidente. Hein. Les enfants se brûlent un peu plus quand ils sont en vacances, en congé, ou les parents aussi. Et par contre, les personnes âgées, c'est plutôt l'hiver avec ce qu'on évoquait, je rallume du feu, je protège mal, voilà, les bougies, etc. Les traumatismes, par exemple, dans la médecine du travail, c'est à peu près constant. Donc la brûlure, vous avez vu, c'est une définition, c'est la destruction traumatique de la peau, on y reviendra, et 90% c'est la brûlure thermique. Donc je ne parlerai pratiquement que de cela. Hein. Les autres brûlures ont des particularités de prise en charge que je n'évoquerai pas. Et en premier, c'est le liquide chaud, c'est surtout l'enfant, et les flammes, explosions sont les autres causes les plus fréquentes. 3 pics épidémiologiques, et je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais ça va vous donner la patientèle que vous aurez dans la prise en charge des brûlés. Ben, c'est le petit enfant qui commence à marcher, 12 mois, 3 ans, qui fait pas de choses, qu'on n'arrive pas à suivre. Et c'est l'accident domestique qui est évidemment le plus fréquent avec les liquides chauds. Vous voyez là, c'est un petit bout qui a le liquide chaud par le haut, qui s'écoule, qui fait des brûlures un peu en carte de géographie mal définies. L'adulte jeune, l'adulte d'âge moyen, 40 ans, 50 ans, c'est le deuxième pic, plutôt les hommes, avec des accidents de loisirs, accidents de travail, et puis des modalités de suicide. Le troisième pic, c'est la personne âgée, largement les femmes, puisqu'elles survivent aussi plus longtemps. C'est là aussi largement les accidents domestiques, où la cuisine et la cheminée ou le poêle est vraiment l'agent causal le plus important, et évidemment les pathologies sous-jacentes qui peuvent favoriser une polyneuropathy, je ne sens pas que le papier est trop chaud, etc. etc. Voilà un petit peu, pour vous montrer le type de patient qu'on va devoir réanimer. Alors l'objectif de la réanimation initiale, on l'a abordé, c'est l'évaluation exacte des lésions parce qu'elles vont conditionner la prise en charge hémodynamique. Et depuis 70 ans, 100 ans, le remplissage vasculaire reste la clé de la réanimation moderne. On l'a déjà évoqué, on est encore en train de discuter quel remplissage, quel type de solution, et c'est toujours pas réglé. Et donc on veut prévenir le choc, hein, parce qu'une fois que le patient est choqué, la mortalité est très élevée. On ne cherche pas à normaliser forcément les variables physiologiques, notamment la précharge. Vous verrez que ça c'est quelque chose d'important à avoir en perspective. Et on cherche un remplissage suffisant, mais pas trop pour ne pas altérer la perfusion tissulaire. Alors ça c'est un équilibre évidemment assez subtil, et on a plusieurs façon de faire dans le temps, en fait. Donc la surface, vous l'avez vu, je ne vais pas du tout m'apesantir, on vous l'a expliqué comment évaluer. La règle des 9 reste la plus fréquente. Je vous recommande de télécharger l'application eBurn, qui est recommandée aussi dans les recommandations pour la pratique, qui est vraiment de façon très très facile de déterminer la surface cutanée brûlée. Attention, ça ne marche pas très bien pour la brûlure électrique, les obèses morbides, hein, qui ont des surfaces un peu différentes, des distributions de surfaces un peu différentes. Mais dans l'urgence, c'est souvent une façon assez utile.
La profondeur, là aussi, vous avez eu le topo précédent, c'est juste pour vous rappeler. L'épiderme, la surface de premier degré, la lésion exclusive de l'épiderme n'est pas considérée en tant que telle comme une brûlure, puisqu'il n'y aura pas de conséquences physiologiques, c'est douloureux, etc. Alors que voilà, les trois autres types de brûlures qui altèrent les différentes couches de la peau vous ont été décrits avec bien sûr la brûlure de troisième degré qui va entraîner les conséquences physiologiques, physiopathologiques les plus importantes. L'indice de gravité, je vous en donne un seul parce qu'en urgence, c'est très compliqué d'aller vers des scores plus complexes. Et il faut bien connaître que ce fameux indice de Beau qui a déjà été évoqué, hein, qui combine l'âge et la surface cutanée, même après toutes ces années, reste raisonnablement valide, a été établi dans les années 50. Il a été réétudié par les Américains qui étaient un peu agacés de ce truc qui persistait, qui avait l'air pas mal. Vous voyez quand même presque une quarantaine d'années après, cinquantaine d'années après, la courbe est toujours la même, c'est qu'il y a un genou qui se passe autour de 100, 110. Hein, c'est âge 70 plus 30%, âge 90 plus 10%, etc. Sauf qu'il y a un décalage vers la droite et vous gagnez en survie chez un certain nombre de patients qui vont néanmoins être gravement atteints. Vous voyez que cet indice reste tout à fait utile pour, pas tant pour dire je ne prends pas en charge, etc., mais pour évaluer la gravité. Et la brûlure est d'autant grave que la personne est âgée tout simplement parce qu'elle n'a pas non plus les réserves physiologiques, vaut moins bien supporter le remplissage, elle n'a pas les réserves musculaires, cardiaques, etc., pour avancer. Alors, avant de faire le cours, pour vous, le remplissage des premières 24 heures d'un patient brûlé, vous avez plusieurs propositions. Voilà, pour vous, est-ce qu'elle dépend de la surface cutanée brûlée observée, indépendamment du premier degré, dépend du poids du patient, est modifié par la présence d'illumination de fumée, peut comporter des colloïdes, un objectif de diurèse de 1,5 kg/h. Par cette question, vous voyez, je vous amène déjà vers je vous sors un peu des objectifs habituels, des questions habituelles sur le remplissage, du choqué traumatisé, du patient en choc septique. Peut porter des colloïdes, ok. Ajuster au poids. Ok, ça répond tout doucement. Je vous laisse répondre, accéder. Donc vous allez voir effectivement qu'on a des formules spécifiques pour les patients brûlés qui ont été aussi établies il y a pas mal d'années, où le poids et la surface du patient, la surface brûlée du patient est importante, et vous verrez, l'inhalation de fumée est une des conditions qui augmente les besoins par rapport à la surface en tant que telle. Donc il y a plein de conditions différentes. Et je vous amènerai aussi sur la discussion des colloïdes qui n'est pas si simple que ça. Enfin là, je vois qu'on a une... Par contre, vous êtes sûrement un peu personne de s'aventure sur la diurèse, parce que c'est assez inhabituel. En tout cas, là, je parle de la réanimation initiale, les 25 premières heures, pas du tout à la phase de réanimation de 3-4 jours. Ok, donc le poids, ça c'est quelque chose qui est assez connu, et puis éventuellement la présence de colloïdes. Ok, merci. Alors, vous accéderez, quand vous irez sur le site d'ASFAR, vous aurez des annexes qui ont été bien travaillées. Alors, la diapositive ne le rend pas tout à fait, mais vous aurez des annexes, par exemple, avec les classifications de gravité. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, il y a des choses qui sont reconnues, comme vous l'a expliqué l'orateur précédent sur
la gravité, la définition du patient grave, qui est une surface cutanée brûlée de plus de 20%, puis après il y a des surfaces brûlées de 3e degré, etc. Enfin, il y a tout un ensemble qui sont des critères reconnus en national, international, Amérique, etc. Donc là, c'est vraiment basé sur des méthodes d'évaluation tout à fait reconnues. Et effectivement, sur la petite brûlure non grave, etc., vous voyez, il y a tout cet algorithme pour ne pas orienter les patients forcément vers le centre brûlé, mais toute une prise en charge par un hôpital général, une urgence générale qui peut parfaitement contacter le centre brûlé, et effectivement, soit par des photographies, des appels, etc., déjà faire un premier triage, et puis éventuellement les convoquer ultérieurement à une consultation qui est souvent nécessaire quand même. Donc ça a été validé aussi pour les enfants, hein, à quelques nuances près, où vous pourrez retrouver ce genre d'algorithme. Voilà, donc je vous encourage vraiment à le consulter en direct. Alors la brûlure, pour comprendre l'état de choc initial, ce qui va un peu nous intéresser, c'est finalement une atteinte particulière. Pour une fois, c'est un organe qu'on n'a pas l'habitude d'avoir défaillance. C'est la peau qui est l'organe défaillant, qui prend le dessus et qui va entraîner toutes les complications connues de hypothermie périculienne importantes sur lesquelles on va revenir, et puis entraîner aussi, c'est le point de départ d'un syndrome inflammatoire systémique avec les différentes défaillances successives. Donc une façon un peu différente de changer le prisme d'observation de ces patients. En fait, c'est un traumatisé de la peau. Je vous rappelle aussi, pour les jeunes qui auraient envie, et les moins jeunes d'ailleurs, qui auraient envie de lire un petit peu, il y a le nouveau journal du New England qui s'appelle Évidence, qui fait une très jolie revue générale en 2022, qui refait le point un petit peu sur les mécanismes en intégrant l'immunité, l'immunologie, etc. Des chocs qui soient traumatiques, bactériens, lésionnels. En fait, tous ces chocs amènent vers toutes ces lésions amènent vers un même mécanisme de choc en activant des mécanismes cellulaires qui vont faire que les différentes circulations vont s'altérer progressivement. C'est une façon assez intégrée de présenter ça. La génétique est assez en faveur. Il y a de belles études génomiques, d'activation de gènes, etc., entre le traumatisé, le brûlé, le choc septique, qui montrent qu'il y a quand même un énorme corpus de gènes partagés. Puis après, il y a un peu des différences. Enfin, ces voies générales de gros syndromes inflammatoires qui amènent à la défaillance d'organes est relativement partagée, même si la temporalité peut être différente. Alors, pourquoi un patient est choqué? Il est choqué ou choquable dès que sa brûlure cutanée a plus de 20% de surface cutanée, le risque devient important par une association d'un choc distributif, une vasoplégie, et un choc hypovolémique par des transferts liquidiens qu'on a déjà évoqués et sur lesquels je reviendrai un tout petit peu. Il y a aussi le cœur qui, initialement, par la circulation des médiateurs et des bris cutanés, enfin des bris tissulaires, qui montrent un état d'hypocontractilité initiale, transitoire en général, de récupération complète, mais qui peut faire aussi tolérer de façon pas de bonne manière le remplissage. En tout cas, on est toujours à la limite du remplissage non suffisant et de l'excès de remplissage avec une tendance à l'œdème pulmonaire. Et bien sûr, attention aux intoxications présentes, notamment lors des inhalations de fumée qui peuvent aussi contribuer à l'état de choc cardiogénique notamment. Alors pourquoi je fais un œdème quand je suis brûlé? Il y a plusieurs mécanismes. Il y a un mécanisme initial lié vraiment à la zone brûlée. Donc la surface est vraiment importante. Plus ma surface est importante, plus ce mécanisme précoce est important. Avec la destruction thermique entraîne une baisse de la pression interstitielle. Donc il y a l'aspiration de liquide. Et à l'inverse, enfin en face, vous avez une augmentation de la perméabilité capillaire par des lésions inflammatoires tout à fait classiques. Donc des vaisseaux plus perméables et un système interstitiel qui attire l'eau. Vous avez déjà un premier chiffre qui peut être extrêmement massif pendant les 12 premières heures. C'est celui-là qui, lors du ramassage d'un patient, est en pause
et qu'il faut mettre en place des compensations hydriques très importantes. Et avec ça, on n'a pas fini, puisque de façon retardée et prolongée, cette fois-ci, les zones saines vont être concernées, tout simplement parce que ce choc inflammatoire va maintenant se généraliser, avec notamment une baisse de la pression oncotique, parce qu'on aura perdu les protéines, l'albumine, etc. Et là aussi, une augmentation de la perméabilité capillaire, mais cette fois-ci, dans tout le corps, comme un choc septique, hein, les patients vont prendre des œdèmes partout en zone saine aussi. Et dans les tissus enchymateux, hein, digestifs, pulmonaires. Alors à partir de là, qui doit se perfuser beaucoup de monde, toute brûlure de plus de 10% chez l'enfant ou chez la personne âgée. Vous voyez qu'on est âgé très tôt dans la brûlure. Les adultes où la surface cutanée est... Je vois les mouvements dans l'auditoire, des brûlures d'une surface de plus de 15%, parce qu'on estime qu'en dessous, on peut compenser par la visco orale, par exemple. On peut tout à fait, un patient conscient qui n'a pas trop mal, etc., qui peut tout à fait s'hydrater, mais au-dessus, ça devient compliqué, ou par la mauvaise tolérance digestive, si on prend beaucoup de morphine. Toute lésion associée, alors ça, une fois qu'on a dit ça, c'est beaucoup de choses, hein, ça va du terrain à un traumatisme associé, évidemment. Idéalement zone saine, mais ce n'est pas obligatoire, surtout pas en urgence. C'est une des conditions où un cathé central peut être nécessaire, notamment lors des surfaces cutanées brûlées très importantes, parce que le remplissage ne suffira pas seul, et où la pose de cathé intra-osseux est aussi son indication en urgence pour l'évacuation du patient et pour les 24 premières heures. Alors, les règles de la réanimation hydroélectrolytique qui comportent la phase initiale préhospitalière, c'est plus précoce, mieux c'est. Hein, donc, il faut toujours connaître, fonctionner un peu précocement, mieux c'est. Que faut-il donner? Des cristalloïdes balancés, hypotoniques. Et là, je laisse le choix à tout le monde selon ses accès, mais c'est très important. Alors, est-ce que c'est grave si je mets un sérum salé un anti-PNACL 0,9%? Non, pas à la phase initiale parce que le patient va juste être hypernatrémique, hyperchlorémique, mais si on peut, oui, c'est mieux d'avoir accès à ces molécules. Alors, il y a le ramassage, hein, la première heure, je ne sais pas encore, je n'ai pas fini l'évaluation de la brûlure, etc. Donc, des règles simples, 20 kg pour tout patient qui a une surface cutanée brûlée de plus de 20%, et sinon, on peut aller déjà vers des formules un peu plus complexes que je vous ai citées au-dessus. En tout cas, c'est une règle simple, les 20 kg qui a été, pour une heure, qui a été recommandée dans le compte-rendu de l'ASFAR. Pour les enfants, je laisse à l'appréciation, ce n'est absolument pas ma spécialité, mais tout ça est très bien détaillé. En intra-hospitalier, là, on utilise une formule qui a beaucoup de noms, Baxter, Parkland, etc. C'est des formules qui datent de 40-50 et plus, mais qui, pour l'instant, restent raisonnablement utiles. En tout cas, ce n'est pas la table de la loi, mais ça donne une idée que les premières 24 heures, dans l'ensemble, extra-hospitalier, intra-hospitalier compris, j'ai besoin à peu près de 4 ml par kilo, par pourcent de surface cutanée, qu'il faut évidemment moduler à la pression artérielle, moduler à la diurèse. Et notre objectif est une diurèse de 0,5 mg/h. C'est suffisant, c'est un objectif de diurèse qui permet de fonction tout à fait honnête. C'est d'autant intéressant si on doit faire des évacuations sanitaires prolongées. On ne peut pas monitorer les cardiaques de façon simple, etc. C'est de la médecine de l'avant que les pompiers militaires, etc., nous ont transmis, et je crois que c'est tout à fait utile. Pareil, les objectifs de pression sont un petit peu en dessous du choc septique, par exemple, et les objectifs de fréquence cardiaque plus élevés. La tachycardie avec le syndrome inflammatoire fait tout à fait partie du patient. Puis après, on module les jours suivants. On a tendance à trop les remplir. Le surremplissage, l'a déjà évoqué, c'est pas forcément bon pour la cicatrisation, les défaillances d'organes, et donc on développe un peu cette espèce de concept d'hypovolémie permissive en l'absence de lésions, enfin de perfusion tissulaire.
Alors, est-ce que je donne des colloïdes? Alors, les indications, oui, si l'hypotension persiste, oui, si la surface cutanée brûlée est importante, et si je veux épargner le cristalloïde, la littérature là-dessus n'est absolument pas claire ni très forte. Donc les HEA, c'est fini, les gélatines, c'est cher et ça ne sert pas vraiment. L'alumine, oui, c'est cher, mais oui, il y a des bonnes indications et qui sont reconnues par l'HAS pour le cas de la brûlure, puisqu'on a déjà vu l'extravasation liquidienne et des protéines emmènent l'alumine chez ces patients-là qui ne sont pas capables d'en refabriquer de façon aussi rapide et importante. Donc, les Cochrane, les méta-analyses, etc., sont complètement vidées, en tout cas pas du tout en faveur des colloïdes, quels qu'ils soient. Ce n'est pas dans les recommandations américaines. En France, on ne les a pas exclus. On a gardé cette utilisation plutôt en intra-hospitalier après 8 heures, et puis pour compenser des aluminées très basses. Et bien sûr, les HEA sont bannis au même titre que pour la réanimation du choc septique. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oui, c'était un petit cas, enfin un petit cas clinique un peu plus fort pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Là, voilà, une femme âgée qui a un petit BMI, se brûle la face antérieure du torse sur toute sa hauteur et un placard brunâtre sur l'abdomen, deux paumes de main. Voilà, je vous laisse essayer de trouver la surface cutanée brûlée. Total, 3e degré, est-ce qu'on considère que c'est grave? Yes. Voilà la formule, combien de remplissage, comme ça, à la 24 premières heures, vous lui donneriez, et quelle est la mortalité prédite? Est-ce que 10% vous semble réaliste ou pas? Donc voilà, pour vous, l'évaluation de la surface cutanée. Est-elle grave? C'est vrai? Je ne savais pas. Il faudra que je fasse ICM. Ah d'accord. Désolé, ouais, donc il faudra que je vois que j'utilise la formule ICM, je pensais qu'on pouvait mettre plein de choses. Ok, en tout cas, ce cas clinique me permet de, voilà, de faire un peu le lien avec ce que je viens de vous dire précédemment. Alors, c'est retenez la règle des 9 du petit bonhomme, ça aide facilement. Donc, le torse encailleur, c'est 18%, c'est déjà des surfaces extrêmement importantes. Et évidemment, la paume de la main, c'est 1%, tout compris. Donc, pour les 2%, c'est bien, mais pour les 9%, non, c'est beaucoup plus important sur la totalité de la surface cutanée brûlée. C'est une odeur grave, évidemment, ne serait-ce que par l'âge en tant que tel, et dans le sang de brûlé, évidemment, la moyenne d'âge est assez élevée. Le remplissage des 24 premières heures, je n'ai pas calculé, mais c'est largement 4 litres. Pour y penser, c'est souvent des volumes qu'on ne mettrait pas spontanément. Et la mortalité prédite, non, elle n'est pas de 10%. À cet âge-là, malheureusement, elle est très importante. Probablement pas moins de 100%, malheureusement. Voilà, au moins on a tous appris à faire. Vous me faites signe si je passe. 3 minutes, là, ça c'est important, pour moi c'est une diapositive importante. Si le patient ne répond pas en termes de pression au remplissage, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait c'est ça un petit peu le problème. C'est penser aux lésions associées, c'est le mécanisme de la brûlure. Alors en général, le contexte est tout à fait bien évalué, mais ne pas sous-estimer s'il y a du trauma avec des lésions, des organes pleins, intra-abdominales par exemple, des fractures dans les avules, les intoxications fumées évidemment. Attention, ce patient n'est pas en choc septique, donc pas d'antibiotiques, ça ne sert à rien. La formule que je vous ai donnée, 4000 kHz, les 24 premières heures, ce n'est pas assez indicatif, ça doit vous aider, mais il faut faire de la médecine et faire attention au retard de prise en charge.
à la brûlure électrique, qui sous-estime souvent l'importance de la lésion, c'est-à-dire qu'il y a des brûlures internes au niveau des muscles qu'on ne voit pas sur la surface cutanée brûlée, donc il faut être extrêmement vigilant. L'obésité morbide est un vrai problème d'évaluation, de remplissage, hein. C'est des gens qu'on aura besoin de monitorer très vite parce qu'on a beaucoup de mal à suivre, à comprendre leur physiologie hémodynamique. La brûlure pulmonaire augmente de base au moins d'un tiers les besoins de remplissage. Ils sont néanmoins à risque d'œdème pulmonaire, mais ils sont très choqués par l'inflammation, comme on l'a déjà évoqué. Et bien sûr, un recours précoce au catécholamine pour atteindre les objectifs de pression artérielle. Vous vous rappelez, 60 mm de mercure de PAM, on n'a pas besoin de faire de la supra-réanimation. Et éventuellement l'index cardiaque, une fois en réanimation, on peut monitorer ça. Et bien sûr, au besoin, une fois qu'on est en intra-hospitalier, on peut sophistiquer le monitorage, l'échographie, déterminer par une manière ou une autre les volumes des gestions systémiques. Enfin, voilà, ça c'est la façon de faire. Je crois que là, pour moi, c'est les messages importants.